Très important en macroéconomie, qui est en fait central à un grand nombre de modèles macroéconomiques modernes, donc par exemple des modèles du style de ceux employés dans les banques centrales et ainsi de suite, vont avoir ce qu'on appelle la courbe de Phillips, un concept de courbe de Phillips central à ces modèles. C'est un sujet qui est très important, donc non seulement très important en macro, mais aussi très d'actualité, c'est-à-dire qu'on va discuter tout à l'heure vers la fin des questionnements ou des débats qui entourent le concept de courbe de Phillips. Mais d'abord, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais parler un peu rapidement de l'historique, d'où ça vient. Le lien entre le modèle ADAS qu'on connaît et cette courbe de Phillips, et finalement, on va vraiment rentrer dans le concept de courbe de Phillips en tant que tel, c'est-à-dire bâtir une courbe de Phillips qui est moderne, où il y a un rôle important pour les attentes d'inflation, entre autres, ou attentes ou anticipation. Et finalement, donc, on va avoir quelques minutes pour discuter de la question de la courbe de Phillips dans le contexte actuel. Cool. Alors, on entend souvent parler en macroéconomie, puis quand on lit par exemple des analystes, je sais pas, même par exemple dans The Economist, des articles, on va souvent entendre parler de ce qu'on appelle un compromis, un trade-off en anglais, entre la croissance économique et l'inflation. D'accord? Un peu cette idée que des décideurs économiques peuvent réussir à accélérer la croissance, à pousser par exemple le taux de chômage vers le bas, mais en contrepartie, ça va venir avec une augmentation de l'inflation. Et donc, ce concept-là, qui est, comme je le dis, donc très central dans l'intuition macroéconomique, vient en fait des travaux de A.W. Phillips, qui les a publiés donc en 1958, qui faisait des travaux, qui regardait en fait le lien entre le taux de chômage et le taux d'inflation en Angleterre, donc en Grande-Bretagne, pour être plus précis. Donc, il étudiait les données britanniques. Je devrais dire tout de suite que si vous retournez à cet article, en fait, vous remarquerez que c'est pas vraiment le taux d'inflation, c'est plutôt le taux d'augmentation des salaires. D'accord? Mais bon, sous certaines hypothèses, c'est pas mal la même chose. Donc, l'idée était qu'il regardait un peu le lien à travers le temps, dans les décennies précédentes, entre justement le taux de chômage qui avait été mesuré depuis un sacré bout de temps et le taux d'inflation en Grande-Bretagne. Et qu'est-ce qu'il remarquait? C'est qu'il y avait une relation très clairement négative entre les deux à travers le temps. Et de là est né ce qu'on appelle aujourd'hui encore la courbe de Phillips. Donc, ça vient de M. Phillips qui avait découvert cette relation dans les données au départ. Donc, remarquez que c'est un concept qui part d'une observation empirique, d'accord? Donc, des fois, il y a des idées en économie qui proviennent plutôt de la théorie, puis après ça, on la teste dans les données. Cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on voit dans les données. Et après ça, on essaie de comprendre théoriquement d'où ça pourrait venir. Okay? Donc, juste pour vous donner une idée, on pourrait en dessiner beaucoup des courbes de Phillips sur la base des données, parce que, surtout durant les périodes 1950, 1960, c'était quelque chose, c'était une relation qui était très clairement observable dans les données empiriques. Donc ça, c'est pour les États-Unis. Vous avez sur l'axe des X le taux de chômage, d'accord, l'employment rate, et sur l'axe des Y, vous avez le taux d'inflation, donc le taux d'augmentation des prix sur une base annuelle. Et chaque point représente une année durant les années 60. Et vous voyez ici clairement la courbe de Phillips à l'œuvre, d'accord? Donc vous avez des années comme les années 1960 et 1961, où, au fond, le taux de chômage était élevé et l'inflation était faible. Alors qu'au contraire, dans les années 66, 67, 65 et ainsi de suite, la deuxième moitié plutôt des années 60, on voyait que oui, le taux de chômage était plus faible, donc il y avait une croissance économique importante, mais ça venait avec aussi un taux d'inflation qui était plus élevé. Donc cette relation négative ici qu'on observe sur le graphique, c'est exactement ce qu'on appelle donc la courbe de Phillips. Maintenant, le concept de courbe de Phillips, à la base, cette relation qu'on observe dans les données, ne devrait pas nécessairement vous surprendre. Okay? C'est-à-dire qu'on a, au fond, déjà développé des outils qui peuvent assez facilement expliquer pourquoi on observerait cela dans les données. Donc, entre autres, on a notre modèle ADAS. D'accord? Si vous vous rappelez, donc le modèle ADAS, on avait une courbe de demande agrégée qui a une relation négative entre les prix sur l'axe des Y et le PIB réel sur l'axe des X. Et ici, j'ai la courbe d'offre à court terme qu'on a dérivée la dernière fois, d'accord, qui a donc une pente positive ici. On y reviendra d'ailleurs plus tard quand on va parler de la théorie de la courbe de Phillips. Donc, au fond, ce modèle-là nous dit que, imaginons une économie qui est frappée par un choc positif de demande. D'accord? Donc, qui pousse la demande agrégée vers la droite, par exemple, optimisme accru des travailleurs, des consommateurs, ou ça pourrait être, je sais pas, moi, par exemple, une augmentation de la richesse, ainsi de suite. Donc, ça pousserait la demande agrégée pour un niveau des prix, d'accord? Et le résultat serait donc une augmentation des prix.
avec en même temps une augmentation du PIB réel. Si on y réfléchit dans le contexte du taux de chômage, ce serait plutôt une baisse du taux de chômage. D'accord? Donc, un taux de chômage plus faible est accompagné d'une augmentation des prix, donc un taux d'inflation plus élevé. J'ai mis un point un peu au hasard sur le graphique de droite. Et le graphique de droite, qu'est-ce qu'il représente? Il représente, au fond, le graphique de la courbe de Phillips, où on a, comme tout à l'heure dans les données, on a le taux de chômage sur l'axe des X et on a le taux d'inflation sur l'axe des Y. Maintenant, pensons plutôt à un choc négatif de demande. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça ferait? Ça déplacerait la courbe de demande agrégée vers la gauche. Et là, au contraire, on aurait plutôt une baisse du PIB réel, on aurait une récession, donc un taux de chômage plus élevé, on peut s'attendre, et une baisse des prix, d'accord? Du moins comparé à ce que ça aurait été normalement. Donc, au fond, un taux d'inflation plus faible. Et c'est exactement ce que j'ai dessiné à droite ici. Taux de chômage plus élevé avec taux d'inflation plus faible. Et au fond, c'est exactement ce qu'on appelle la courbe de Phillips. Donc, vous voyez que déjà, on pourrait quasiment avoir l'impression qu'on devrait s'arrêter ici, d'accord? Et c'est un peu, d'ailleurs, ce que les économistes dans les années 60 faisaient quand ils réfléchissaient à la courbe de Phillips. Ils disaient, ben voyons, dans les données, on observe cette relation négative entre taux d'inflation et taux de chômage. Ben, dans nos modèles keynésiens, il n'y a pas nécessairement de surprise derrière ça. On s'attendrait justement à cette relation négative, du moins sous l'hypothèse que l'économie est principalement frappée par des chocs de demande. Donc, c'est une théorie qui était très, très populaire dans les années 60. En fait, je devrais aller au-delà des années 60, même les années 70 et ainsi de suite. Donc, cette théorie, mathématiquement, on peut l'exprimer comme celle-ci. Au fond, ce que ça dit, c'est que l'inflation est au fond une fonction négative. D'accord? Ici, alpha est un coefficient, donc c'est une fonction négative de ce qu'on appellerait le chômage cyclique. C'est quoi le chômage cyclique? Ce serait la différence entre le chômage actuel, maintenant, et le chômage naturel. Bon, ici, je l'ai écrit avec une barre au-dessus, mais plus tard, on va utiliser N, qu'importe. Quand vous voyez une barre ou N, ça veut dire le taux de chômage naturel. Okay? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on avance un peu dans le temps, on se retrouve dans les années 70, la deuxième moitié des années 70, et clairement, au fond, ce qu'on observe à ce moment-là, c'est que ce lien prédit négatif entre taux de chômage et taux d'inflation, en fait, disparaît. D'accord? Au fond, si vous connaissez un peu l'histoire économique, dans les années 70, on a ce qu'on appelle les chocs pétroliers. Et ces chocs pétroliers sont accompagnés d'une récession, mais aussi d'une augmentation élevée. Donc, une récession, taux de chômage élevé, et inflation élevée. Donc là, tout d'un coup, il semble que la relation négative entre chômage et inflation disparaît. D'accord? Donc, la première question qu'on aurait se poser, c'est à quoi ressemble la courbe de Phillips si on inclut des données additionnelles, entre autres, donc des années 70, au lieu de seulement se concentrer sur les années 60 et avant. Et voilà à quoi ça ressemble. Okay? Je sais pas si vous voyez une relation là-dedans, mais moi, j'en vois pas beaucoup. C'est-à-dire, je vais juste vous faire remarquer que les années 60 sont encore ici. D'accord? Voici les années 60. Ça, c'est notre courbe de Phillips de tout à l'heure. Mais ce qu'on voit, c'est qu'après 69, on a au fond une augmentation du taux de chômage avec pas vraiment d'augmentation pas vraiment de baisse du taux d'inflation. En 74, on voit l'inflation qui explose avec le taux de chômage qui continue d'augmenter. Ça fait des espèces de loops à la fin des années 70 et début des années 80, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on le voit déjà, quand on regarde ça, d'accord, si on se concentre donc les années 60 à 2000, ce qu'on observe, c'est plus vraiment une relation systématique entre ces deux variables, entre taux de chômage et taux d'inflation. Et ça a amené donc vraiment une réflexion importante en macroéconomie, des débats très amers d'ailleurs dans les milieux macroéconomiques, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait derrière ça. Donc, disons évidemment que quand vous voyez une belle relation comme celle des années 60, puis après ça vous observez qu'est-ce qui se passe dans les années 70, vous pouvez peut-être vous dire, bon, peut-être que c'est seulement... C'est pas moi, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais au fur et à mesure que les années s'ajoutent et qu'on voit que cette relation semble instable, on se pose des questions. Maintenant, ce qui est assez incroyable dans toute cette histoire, c'est qu'au fond, ce manque de relation qu'on va le voir tout à l'heure a été un peu prédit par quelqu'un dans le temps. On reviendra là-dessus. Donc, les questions qui ressortent de tout ça, c'est pourquoi d'abord est-ce qu'on observait avant les années 70 une relation négative entre ces deux variables et pourquoi est-ce qu'elle a disparu par la suite? Okay. Le troisième point sur cette diapo ici est très important parce qu'au fond, si on revient un peu à la réflexion dans les années 60 des décideurs économiques, comme par exemple les banques centrales ou les gouvernements, souvent on sentait cette impression qu'il y avait une espèce de menu à leur disposition. C'est-à-dire qu'ils pouvaient décider
OK, moi, je suis prêt à accepter un taux d'inflation un peu plus élevé si ça me permet d'avoir un taux de chômage un peu plus faible. OK? Et ce qu'on voit donc après les années 70, c'est que cette espèce de menu semble disparaître. Donc la question, c'est pourquoi est-ce que les économistes, en fait particulièrement les économistes keynésiens, et honnêtement, dans les années 60, il existait quasiment juste des économistes keynésiens, pourquoi est-ce qu'ils croyaient à l'existence de ce compromis et au fond, qu'est-ce qui peut-être manquait à leur modèle, à leur compréhension du monde, qui explique le fait que cette courbe de Phillips s'est écroulée par la suite. D'accord? Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, ce qui est assez incroyable, c'est qu'au fond, certains macroéconomistes avaient prédit l'effondrement de cette théorie de la courbe de Phillips. D'accord? Donc, deux en particulier, Milton Friedman, qui se présente en 1968 devant une énorme assemblée d'économistes. Il est élu à ce moment-là le président de l'Association des économistes américains. Donc, un énorme congrès. Il fait son allocution présidentielle. Et il dit en gros, la courbe de Phillips n'est pas quelque chose de robuste. C'est quelque chose, au fond, qui va s'écrouler éventuellement. Le même type d'argument est fait par Phelps dans un article de 1970. Les deux, au fond, de manière à peu près concurrente, disent la chose suivante. On a oublié quelque chose de central à cette réflexion sur la courbe de Phillips. Et en raison de cet oubli, au fond, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir la disparition de la courbe de Phillips. D'accord? Donc, qu'est-ce qui manquait? Ben, de leur point de vue, ce qui était central à la courbe de Phillips, mais qui manquait dans les modèles actuels, c'était un rôle pour les anticipations ou les attentes. D'accord? Et c'est exactement ce vers quoi on va se diriger maintenant. On va donc discuter du rôle des anticipations pour une meilleure compréhension de la courbe de Phillips.